7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et pour commencer, je vous propose de réécouter ensemble cette séquence devenue virale. C'était dans l'émission Arrêt sur image. Vous n'êtes pas un homme, Ah pardon. non, je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence? Ah bon? Ah bah il faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. Alors, expliquez-moi. Je suis non-binaire, donc ni masculin ni féminin, et je refuse qu'on me genre comme un homme. Comment vous définissez-vous? Comme non-binaire. Comme non-binaire? Oui. D'accord, mais ni masculin ni féminin. C'est ça. Ça ne résout pas le problème des femmes sur le plateau. Ça ne résout pas le problème des femmes sur le plateau, mais ne dites pas qu'il y a 4 hommes sur le plateau, c'est le mégenré et c'est pas très agréable. Non mais c'est intéressant qu'on interroge tous nos propres stéréotypes autour de la table, parce que sans même m'avoir posé la question, vous supposez que je suis un homme, seulement par mon apparence vous estimez que je suis blanc, donc en fait je pense que justement c'est très intéressant. La frontière de nos propres stéréotypes, elle est à mon avis beaucoup plus fluide que ce qu'on peut penser. Vous en rappelez, je pense, tous, c'était en 2018, il y a déjà 6 ans. Depuis, les questions de l'identité de genre, de l'expression de genre ne cessent de revenir dans le débat public avec des mots toujours plus compliqués: assignation sexuelle, non-binarité, dysphorie de genre, transidentité. Place à l'individu, à son ressenti, à l'émotion. Oublier la nature et le collectif. Oublier surtout la notion interdite de complémentarité entre les hommes et les femmes. Toutes ces questions hystérisent. Mais justement, qu'en dit la science? C'est le sujet de notre émission avec le professeur René Écochard. Bonjour professeur. Bonjour Marie. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes docteur en médecine, vous êtes professeur à l'université Lyon 1 et auteur de ces 2 ouvrages aux éditions Artege, Homme, femme, ce que nous disent les neurosciences, et ce que l'homme doit à son chromosome Y, les révélations des neurosciences. Donc le terme de dysphorie de genre s'est donc imposé dans le débat public. On le définit par un sentiment de détresse ou de souffrance exprimé par les personnes dont l'identité de genre, l'identité sexuée, ne correspondrait pas au sexe dans lequel, qui lui a été assigné à la naissance. Alors professeur René Écochard, dans la séquence que nous avons entendue en introduction, cette personne, que l'on pourrait d'ailleurs appeler du pronom IEL, c'est à la mode, se dit ni masculin ni féminin. La non-binarité, alors, est-ce qu'elle est possible aux yeux de la science, professeur? Il est difficile d'accueillir notre être. Il est difficile de s'accepter, grand, peut-être on se trouve trop grand, petit on se trouve trop petit, blond on aurait aimé être brun. Il est difficile dans notre vie d'accepter qui nous sommes, et encore plus lorsqu'il s'agit de savoir si nous sommes un homme ou une femme, c'est-à-dire avec notre position dans la transmission de la vie, tout d'abord, et dans la société ensuite, parce que, en effet, une femme, ça veut dire que peut-être elle devra accueillir un petit enfant dans son ventre, et elle devra donner son être à ce petit pendant des années, et homme, on sera appelé à protéger la femme, protéger l'enfant, alors même que peut-être on aurait aimé tout simplement peut-être avoir des enfants, mais sans s'en soucier. Donc en somme, il est difficile de s'accueillir, mais la question n'est pas de savoir qui on est. En somme, il n'y a pas d'identité autre que sexuée, c'est-à-dire homme ou femme. Donc nous sommes déterminés, on le comprend, par la nature, évidemment, comme homme, comme femme, dès la naissance. Mais certains parlent de construction de la société. La théorie du genre veut nous faire croire que, par exemple, la maternité ne serait pas réservée aux femmes, on en parlait à l'instant, et la masculinité, de l'autre côté, ne serait pas réservée aux hommes. La mode, par exemple, voudrait habiller les garçons en filles, leur donner des poupées, pour gommer, dès le plus jeune âge, toute trace d'assignation sexuelle. Mais du côté de la science, est-ce que ce que l'on appelle les stéréotypes de genre sont vraiment des stéréotypes? Dans le fond, les stéréotypes de genre, c'est ce que la société avait compris comme bienfaisant. Nous apprécions la beauté de la femme, et donc il n'est pas anormal de dire que parmi les critères de la féminité, il y a cette beauté, cette élégance, cette douceur, cette intelligence particulière. Et du côté de l'homme, eh bien, il y a ce goût pour l'esprit d'analyse, il y a ce goût pour la globalité plus que pour les détails. Chacun, homme et femme, nous avons une forme d'empathie que les neurosciences montrent spécifique. C'est-à-dire que, en fait, la science, ne va plus utiliser le terme de stéréotype parce que c'est très mal vu, mais la science ne cesse chaque jour de constater que, en effet, de même que la femme a des forces particulières pour vivre le challenge incroyable
d'accueillir un enfant en elle, eh bien l'homme a des possibilités extraordinaires pour se mettre au service de sa famille et de sa société, de la société dans une autre position. Donc en somme, la biologie, c'est-à-dire nos chromosomes, dans chacune de nos cellules, nous donne des forces, des caractéristiques. Mais probablement qu'il est vrai aussi qu'il est nécessaire de quitter un paradigme ancien, c'est-à-dire que autrefois la force physique était tellement essentielle dans la vie qu'on appelait l'homme à la rescousse et la femme pendant ce temps-là pouvait préparer le repas. Ceci est totalement périmé en effet parce que la force physique n'est pas ce qu'on demande à l'homme chaque moment et du coup il peut être disponible pour remplir des tâches qui autrefois étaient laissées à la femme. Donc en somme, il ne faut pas confondre qui nous sommes, et nous sommes vraiment hommes ou femmes avec des dons du cerveau particuliers chacun, et les missions que nous avons. Est-ce que c'est l'un ou l'autre qui doit faire le ménage? Mais les deux, pourquoi pas. Qui doit faire les courses? Les deux, pourquoi pas. Mais qui, par contre, aura plus de dons pour faire telle chose, là, on est différent. C'est-à-dire que l'enfant va bénéficier tout à la fois des dons féminins de sa maman et des dons masculins de son papa. Et la société bénéficie tellement merveilleusement actuellement des dons féminins, ce qu'elle faisait peut-être moins autrefois, c'est sûr. Mais il y a aussi les dons masculins extraordinaires dont il ne faut pas priver la société et la famille. Il y aurait donc des dons à cultiver et une cohérence entre le sexe, le corps et la personnalité masculine et féminine. Absolument, Marie, vous avez tout dit. C'est que nous sommes une personne et nous avons un sexe, mais ce sexe n'est pas que nos organes génitaux, comme le disait Paul Naref, c'est tout nous, et nous sommes vraiment hommes ou femmes avec des dons particuliers à mettre au service de la communauté. Et pourtant, un jeune Français sur 10 se dit aujourd'hui ni homme ni femme, donc c'est selon une enquête Ipsos de 2023. Du côté des États-Unis, ils sont 1,6 million à s'identifier comme transgenres, 18% chez les 13-17 ans, alors que cette tranche d'âge ne représente que 8% de la population. Comment est-ce que l'on peut expliquer, professeur, cette crise d'identité sexuelle qui sévit véritablement chez ces jeunes générations ? Je pense que comme de tout temps, la philosophie mène le monde et depuis quelques dizaines d'années, nous sommes sous l'influence d'une philosophie des années 70, voire même avant, une vieille philosophie archaïque et qui envahit le monde alors même que la science, depuis 20 ans surtout, les neurosciences, révèlent que non, attention, la sociologie, c'est-à-dire la manière dont nous vivons, ne définit pas notre être. Et ces questions de genre viennent de la sociologie, donc de ces années passées. Mais la manière dont je me conduis ne me définit pas. Et en effet, je peux me conduire de manière très ambiguë, hein, Paul Naref le disait bien, mais non, ne vous méprenez pas, je suis qui je suis, homme ou femme. Et donc, le fait que beaucoup de jeunes souffrent d'incertitude, c'est parce qu'on leur ment. On leur ment. Et je donne beaucoup de conférences et une enseignante, une responsable d'un établissement, un jour s'est levée à la fin de la conférence en disant « mais il faut leur dire ». Alors, les gens ont dit « mais que voulez-vous nous exprimer ?» Eh bien, il faut dire la vérité aux jeunes. Ils sont des hommes ou ils sont des femmes. C'est très beau d'être une femme, c'est très beau d'être un homme. Il faut arrêter de les pousser dans cette angoisse existentielle qui repose sur des choses fausses des années 60-70. On imagine donc qu'il faut évidemment les accompagner, les aider. Dire qu'une femme a 2 chromosomes X et qu'un homme a un chromosome X et Y nous vaudrait aujourd'hui des véritables procès en transphobie. Mais vous réfutez évidemment ce phénomène de mode et vous consacrez d'ailleurs un ouvrage spécifiquement au chromosome Y et à ce que l'homme y doit. Cette différence chromosomique est donc propre à l'homme. Quelle importance il faut accorder à ce chromosome Y, professeur ? Oui, le chromosome Y est absolument extraordinaire. C'est une œuvre d'art qui s'est développée au cours surtout des 180 derniers millions d'années. C'est un art de la nature, un don de Dieu évidemment, qui est propre à l'homme. Et donc, alors même que la femme a un don particulier parce qu'elle a le bonheur d'avoir 2 X, c'est pas rien,
nous les hommes, nous n'en avons qu'un. Donc, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi les femmes nous émerveillent, mais nous avons un Y qui est comme un chef de chantier, qui fait travailler les autres chromosomes sous un ton particulier, ce qui fait que notre cerveau en particulier, vous voyez, par exemple dans l'amygdale cérébrale, le cerveau émotionnel, eh bien, nous avons plus de 2000 gènes qui travaillent différemment entre hommes et femmes. Donc, il y a vraiment une richesse extraordinaire que la nature, c'est-à-dire le créateur, nous donne par notre chromosome Y. Et eh bien, j'ai essayé dans ce livre préparé comme pour la fête des pères, hein, je vous en parlais, Marie, eh bien, ce livre révèle très simplement, c'est ce que ça m'a révélé moi-même en faisant ce travail de recherche, eh bien, que nous avons, nous les hommes, vraiment des dons extraordinaires à mettre au service de notre entourage, et certaines de nos limites aussi, et de nos difficultés, eh bien, on les comprend mieux maintenant grâce aux neurosciences. C'est intéressant de comprendre que donc il y a effectivement un certain manque par rapport à la femme qui a elle 2 chromosomes X, mais que finalement hommes et femmes nous sommes complémentaires avec ces chromosomes différents. Juste pour revenir sur la mission donc spécifique de l'homme, qu'est-ce que vous pourriez noter de particulier? Qu'est-ce qui différencie vraiment l'homme et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, on peut faire un bébé toute seule, il y a des PMA sans père. Aujourd'hui, l'homme a tendance et le père surtout, à être effacé de la société. En quoi est-ce qu'il est toujours utile? Oui, Marie, vous avez raison. On peut concevoir un bébé tout seul. En effet, si on reçoit un spermatozoïde qui est quand même de l'homme, hein. Certes. Mais en effet, mais ça ne signifie pas qu'on peut devenir une maman paisible et heureuse sans homme à ses côtés. Et de fait, abandonner la femme à être à elle-même seule, en plus de tout ce qu'elle a à faire dans la société et à la maison, eh bien, ce serait encore elle qui porterait tout seul. C'est l'appauvrir extraordinairement, c'est la mettre dans la misère. La femme seule est une souffrance, celles qui le vivent le savent, mais il faut qu'il y ait des hommes autour d'elle pour accompagner non seulement sa maternité, l'accompagner dans cette tâche extraordinaire, mais aussi apporter la merveille à l'enfant, la merveille qu'apporte un papa. Et c'est pas parce que il y a des mamans ou des papas qui n'ont pas été corrects ou qui n'ont pas été bons pour l'enfant qu'on doit priver tous les enfants d'une mère et d'un père. L'enfant a besoin des richesses que la nature, vous comprenez, notre espèce marche sur la Terre depuis environ 1 million d'années, enfin nous-mêmes les Homo sapiens depuis plutôt 200-300 000 ans, eh bien pendant tout ce temps-là, notre capital génétique s'est sculpté au service de la vie. Hein, ce qui est resté, qui nous est donné par Dieu, c'est ce qu'il y a de meilleur. Et bien dans ce meilleur, il y a la complémentarité homme-femme, il y a la complémentarité père-mère, qui sont au service de notre progéniture. Alors, il nous reste 1 minute. J'aurais voulu vous parler de l'importance de la testostérone chez l'homme, notamment dans le rôle justement de la paternité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, la testostérone, c'est vraiment extraordinaire. C'est un messager dont se sert le chromosome Y pour travailler. C'est-à-dire qu'en fait, le chromosome Y a déclenché la formation du testicule, et le testicule, non seulement nous permet d'avoir des enfants grâce au spermatozoïde, mais donne la testostérone qui, elle, va nous donner quelques grandes caractéristiques masculines. Hein. Par exemple, le fait de vouloir faire les choses en grand. L'homme aime faire les choses en grand. C'est une sorte d'amplificateur. C'est un don de la testostérone. La testostérone nous donne confiance. On a besoin d'avoir confiance en nous, les hommes, comme les femmes. Et vous voyez, donc, en somme, la testostérone agit dans tout notre corps, mais aussi dans notre cerveau, pour nous permettre d'être ce que nous sommes et de devenir, parce que, en fait, la masculinité et la féminité sont des tâches à accomplir. Tout n'est pas fait. Hein, c'est des possibles.
que nous pouvons développer. Et j'invite nos auditeurs à poursuivre ce sujet en se procurant vos 2 ouvrages « Hommes-Femmes, ce que nous disent les neurosciences » et plus récemment « Ce que l'homme doit à son chromosome Y », 2 ouvrages disponibles aux éditions Artege. Ça fait du bien d'entendre une vision positive sur la complémentarité homme-femme. Donc merci infiniment, professeur René Cochard. Je rappelle que vous êtes docteur en médecine. Merci d'avoir été notre invité et puis il faudra revenir nous parler plus longuement de cette complémentarité.